Et on a toujours un peu de mal à répondre. C'est un défaut des bibliothécaires de vouloir mettre chaque artiste dans une case ou chaque œuvre dans une case. Et vous me faites penser à ces artistes de cabaret qui sont intéressés par tout et qui savent tout faire avec talent. Voilà, vous êtes donc romancier, essayiste, documentariste, avec des séries documentaires pour Arte comme Corpus Christi avec Jérôme Prieur ou Le Monde et sa propriété avec Christophe Clair, par exemple. Poète aussi, des recueils édités chez Le Temps qui passe. Le temps qui fait, de pardon. Georges Monti. Voilà, Le temps qui fait, excusez-moi. Réalisateur, on l'a vu tout à l'heure avec la diffusion d'un des épisodes, du premier épisode de la série tirée de votre roman, donc Les Vivants et les Morts, mais aussi des films pour le cinéma, Vive la sociale, Fucking Fernand, Le Grand Retournement. Et donc le point de départ du roman aujourd'hui, c'est Les Vivants et les Morts, 20 ans avant. Donc. Le premier, c'était il y a 20 ans, c'est ce que je voulais dire, publié en 2005, où certains journalistes l'ont comparé à un germinal du 21e siècle, qui est toujours d'actualité, je dois dire, et qui a été inspiré par la fermeture de l'usine Celatex en 2000 à Givet, dans le nord des Ardennes. Vous y racontez la lutte des ouvriers et des ouvrières lorsqu'ils apprennent la fermeture prochaine de leur usine, autour d'un jeune couple, Rudy et Dallas, et d'une cinquantaine de personnages. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre roman a été adapté en 2023 en pièce de théâtre musicale sur un livret de François Morel. Non. Les chansons de François, le livret de moi. Voilà, les chansons de François Morel. Si vous voulez écouter la partie musicale en fait de cette pièce de théâtre, vous pouvez la retrouver sur le site de France Musique dans l'excellente émission 52e rue. Absolument. Voilà, qui a été une émission de 2023. Mais vous l'avez donc surtout adapté en une série de 8 épisodes. Et donc, Les Vivants et les Morts, 20 ans après, et la suite de cette histoire-là. Et dans cette série, votre ami qui vous accompagne aujourd'hui, Jacques Pater, qui interprète le rôle de Michel Saint-Pré, qui est le maire de la ville de Rossel. Voilà. Et donc Jacques Pater, vous êtes comédien au théâtre, pour la télévision, pour le cinéma. Et on peut dire que depuis votre enfance, vous avez tous les deux une carrière parallèle qui se croise et qui s'entrecroise. Vous avez beaucoup joué dans les films de Gérard Mordillat. Oui. Belle quinzaine, oui. Voilà. Vous êtes passionné de littérature et de poésie. Vous avez commencé très jeune à travailler chez Gallimard notamment. Voilà. Vous avez assisté à la genèse de ce roman. Gérard, vous remerciez votre ami Jacques à la fin, à la toute fin du roman pour vous avoir motivé. Donc, en fait, depuis 60 ans, vous regardez votre ami, voilà, son écriture. Est-ce que comment vous qualifierez l'écriture ou qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de Gérard Mordillat? Ah, ça c'est une question difficile, ça. D'abord, il touche à la vie, il touche à l'actualité, politiquement, je parle aussi. Hein. Il est très au courant et très à l'écoute des problèmes de la société. Et ça se ressent dans son écriture, ça se ressent dans... voilà, c'est ce que je peux en dire. Puis c'est mon pote, quoi. Donc, Et il dit à la fin, mais enfin, il vous remercie pour vous avoir poussé à continuer. Est-ce que ça a été si difficile? Enfin, est-ce que l'écriture de ce roman, la genèse a été si difficile ou compliquée? Catherine, qui est la compagne de Jacques, et Jacques ont été mes premiers lecteurs sur la première version du texte. Et donc, c'est toujours angoissant d'une certaine manière, inquiétant, de faire lire un livre qu'on vient d'écrire, que personne n'a lu, sauf l'auteur. Et donc, ils ont été les premiers lecteurs et le retour a été pour moi très encourageant, qui était un retour critique. Hein, c'était pas de crier au génie à chaque ligne. Non, c'était un retour critique, mais c'était extrêmement stimulant. Et je crois que c'est pour ça que
c'était tout naturel de l'indiquer dans le livre. Mais vous savez, Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, c'est un livre qui m'a été offert d'une certaine manière. Je crois qu'il y a des livres qu'on écrit parce qu'on est décidé, comme vient de dire Jacques, de s'affronter au réel, de s'affronter à ce qu'on a devant les yeux, de ne pas essayer de regarder ailleurs et surtout pas de se regarder dans un miroir. Et donc ça, c'est des livres avec qui, d'une certaine manière, on s'étreint, mais on se bat aussi. Puis, il y a des livres qui vous sont donnés. Et Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, ça m'a été donné. Pourquoi ? Bien parce que j'avais commencé à écrire un roman. J'avais écrit le début, une dizaine de pages, et j'étais très content de ce début. Je trouvais que c'était vraiment une entame formidable pour une grande histoire. Simplement, au-delà de ce début, je ne voyais pas où aller. Or, j'écris toujours mes livres en écrivant en même temps le début et la fin. C'est-à-dire, je dois savoir ce que je vise pour pouvoir écrire. Donc, j'ai invité à déjeuner Jean-Étienne Cohen-Céa, qui est mon éditeur, celui qui avait publié Les vivants et les morts, pour qu'il me serve de sparring partner, d'une certaine manière, qu'il m'aide à sortir de cette impasse. Donc, il a lu mon début et il m'a dit, écoute, c'est très bien, mais je ne crois pas que tu devrais faire ça. Je dis, ah bon, c'est pas si bien que ça. Il dit, non, mais je crois que c'est pas ça. Tu devrais faire Alexandre Dumas. Je l'ai regardé un peu avec des yeux ronds en lui disant, oui, d'accord, tu veux que je fasse une bio de Dumas ? Non, non, je crois que tu devrais faire Les vivants et les morts 20 ans après. Et là, même si ça paraît un peu ridicule de le raconter comme ça a été une sorte de révélation. Il avait raison, c'était exactement ça. Ça faisait 20 ans que j'avais publié Les vivants et les morts. Soudain, je pouvais me retourner sur les 20 ans et mesurer le travail du temps. Et je m'y suis mis à peine après l'avoir quitté et j'ai écrit pendant 15 semaines la première version du livre. Je n'ai fait que ça, matin, midi et soir, j'ai écrit. Cette histoire, je la portais en moi, je connaissais les personnages, je connaissais, etc. Et j'avais aussi 20 ans de plus que mes personnages, en même temps qu'eux. On avait vieilli, grandi ensemble, vécu ensemble beaucoup de choses. Et donc, ça allait. Et c'est cette première version que j'ai fait lire à Catherine et à Jacques, dans l'élan. J'avais besoin d'écrire dans l'élan et je n'ai pas levé la tête du guidon, comme on dit, en vélo. Et pourquoi ces personnages-là particulièrement ? Vous auriez pu reprendre 20 ans après d'autres personnages d'autres Moi, je romans. déplore une chose, c'est que le maire n'a pas été réélu Non. Ouais. et qu'il a disparu 20 ans plus tard. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ah si, on sait ce qu'il est devenu. Il est parti en couple, je crois. Il est parti avec l'ex-femme. Oui, mais après... Après, ils vivent leur vie, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je vois bien qu'il finit très mal. Il finit SDF, un vieux monsieur, et on le retrouve dans le scénario du prochain film. Peut-être. On verra. Un caméo comme ça. Non, pourquoi les personnages, tout simplement ? Mais parce que si je pense à mes livres et à mes films, en réalité, il y a une chose qui est commune, c'est que dans tout mon travail, il n'y a pas de héros au sens masculin du terme, mais il y a des héroïnes. Et parmi les héroïnes dont j'ai écrit l'histoire, Dallas, d'une certaine manière, est la figure emblématique. Et donc, je vis avec elle. C'est quelqu'un qui m'est si proche qu'elle est un double de moi-même. Et donc, il était naturel que je revienne vers elle et vers, évidemment, Rudy et tous les autres. Encore une fois, il m'appartenait d'une certaine manière. Vous savez, on peut se reconnaître finalement dans des livres comme étant à soi, même si d'autres les ont écrits. J'ai écrit une adaptation de Mélancolie ouvrière, l'essai de Michel Perrault qui raconte la vie de Lucie Beau, une des premières syndicalistes françaises repérées, parce que, voilà, quand j'avais lu ça, Lucie Beau, je me disais, mais c'est un personnage que j'ai écrit moi. Bien sûr. Ouais. C'est à moi. C'est ma même famille. C'est Dallas,
Oui, c'est Dallas, c'est la même chose. Donc, il y a ça. Donc, c'était normal que je fasse ça. Et quand Jean-Étienne m'a dit, bah, vas-y, j'y suis allé et j'ai pas hésité une seconde. Et tout de suite, d'ailleurs, j'ai su et le début et la fin. Parce que dans les choses qu'on peut raconter sur le livre, moi, je n'écris jamais. Vous avez cité tout à l'heure Célatex. Bien sûr, j'avais connu cette histoire, mais je n'ai pas écrit sur Célatex et je n'écris jamais à partir d'un sujet. Il y avait Célatex, il y avait Moulinex, il y en avait d'autres. Il y avait surtout à ce moment-là un certain nombre d'entreprises où on voyait une chose qui, moi, me paraissait impensable, que je pensais ne jamais connaître de ma vie. Des employés dans une entreprise s'en prenaient à l'outil de travail. J'étais élevé dans l'idée que jamais on s'en prend à l'outil de travail. Donc le fait qu'il y ait ça, ça changeait tout. Bon, passons. Donc je n'écris jamais sur un sujet, mais j'écris toujours à partir d'une image fondamentale que je vais m'expliquer à moi-même et expliquer aux lectrices et aux lecteurs et approfondir et développer et faire vivre, etc. Dans Les vivants et les morts, l'image fondamentale, c'était quand Rudy, un dimanche après-midi, ouvre la porte du placard pour faire du café à sa femme et il lui cogne la tête sans faire exprès. Eh bien, cette petite blessure qui a au-dessus de la carte suicidaire de Dallas, c'est toute l'histoire que je vais raconter. C'est l'histoire de ces blessures physiques apparentes, ces blessures de la vie, etc., une vie difficile. C'est aussi ces blessures les plus secrètes, mais c'est aussi le moment aussi où quand on dit « j'ai compris ». Et l'histoire, ça va être comment Dallas, du point de départ où elle passe un peu pour une tête de linotte, on pense qu'elle est un peu idiote parce qu'elle est très jolie, jusqu'au bout du livre, on verra qu'elle est non seulement la plus combattante, la plus déterminée, la plus endurante, etc. Tout est parti de cette image. Et 20 ans plus tard, forcément, c'était sur Dallas. Et l'image fondamentale, j'ai demandé à Jacques de lire le début pour qu'on comprenne ce qu'est l'image fondamentale de ce livre, qui, en elle, porte toute l'histoire d'ailleurs. Donc 20 ans plus tard, le début du livre. Depuis combien de temps neige-t-il à Rossel? Depuis 12 jours et 12 nuits? Peut-être. En tout cas, depuis si longtemps qu'on pourrait croire qu'il n'a jamais cessé de neiger. Rien ne dit que cela ne durera pas encore des mois, des années. Le givre, le gel, la glace gouvernent le pays, le métamorphose en silence. Ici, de mémoire, personne n'a connu d'hiver aussi froid. Tout se fige dans l'air, si bien que le temps lui-même semble s'être arrêté. Dallas descend du train avec prudence. La neige est verglacée, le sol traître sous ses pieds. Elle plisse les yeux, fait quelques pas sur le quai et s'arrête. Personne ne l'attend. Comment pourrait-il en être autrement? Il y a des lustres qu'elle n'a pas mis les pieds en ville. Trop de souvenirs cruels, trop de drames, trop de blessures ouvertes et jamais cicatrisées. Après la mort de sa mère, Dallas s'était juré de ne jamais revenir à Rossel. Il a fallu un appel urgent de l'hôpital pour la décider. Son père la réclamait avant qu'il ne soit trop tard. Tandis que le train repart, Dallas quitte la gare avec le sentiment que chaque compartiment emporte son histoire. C'est un rêve qui s'efface. Elle ne reconnaît rien. Même l'air qu'elle respire lui semble différent. Ça sent l'oubli et le froid. Une force inconnue l'entraîne dans une rue où le ciel et la terre se confondent. Rossel disparaît sous un suaire immaculé, dans la splendeur immobile d'un long tunnel blanc. Marcherait-elle sur des morts? Elle ne peut même pas mettre ses pieds dans les traces de ceux qui sont passés avant elle.
Leurs pas ont disparu dans le chuchotement de la neige, comme se sont évanouis les toits, les escaliers, les bancs. Depuis le temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Doucile. Rossel a vieilli d'un coup, à l'instar de cette femme dont les cheveux sont devenus blancs en une nuit pendant un bombardement. Dallas arrive-t-elle après un bombardement? Les maisons, les boutiques, les ateliers d'artisans cachent le désastre sous une couverture neigeuse. Commerces fermés, maisons à vendre, personne dans les rues. Et les arbres, levant au ciel leurs branches noires, tels des corps suppliciés. Rossel est devenue une ville fantôme. Voilà, c'est le début du livre et tout est là. C'est-à-dire que Dallas revient, tout est couvert de neige, et puis elle descend du train et le sol forcément est verglacé, glissant, dangereux. Toute l'histoire va être celle-là. Ça va être comment Dallas va soulever ce drap ou ce sphère qui cache pour l'instant entièrement Rossel, et en même temps comment elle va avancer sur un terrain qui est un terrain périlleux. Tout est là. Tout est parti de ça, et cette image-là, je l'ai visualisée, je peux dire, immédiatement, à partir du moment où je me suis lancé dans l'écriture. Dans la ville, là, on entend une ville fantomatique. Il y a beaucoup de disparus dans ce livre-là. Leur fille qui a disparu, mais beaucoup de personnages. C'est certain qu'en 20 ans, si vous vous tournez sur votre propre vie, vous vous rendez compte, ou si vous regardez votre carnet de téléphone, vous voyez qu'en 20 ans, il y en a beaucoup qui ont disparu. Non, là, il y a une disparition qui est une disparition très importante. Rudy et Dallas ont 2 enfants. Ils ont un fils qui s'appelle Kevin, qui vit maintenant en Irlande, où il va se marier. Et puis, ils ont une fille qui s'appelle Eve, qui naît dans Les Vivants et les Morts à la fin du livre, et qui, le jour de ses 16 ans, n'a jamais apparu à sa fête d'anniversaire. Alors évidemment, on s'est inquiété, on se demandait, on a interrogé les copains, les voisins, l'école, les profs, etc. Les flics, bien entendu, ont fini par s'en mêler. Et puis rien, aucun signe, d'aucune manière. Alors, c'est terrible parce que l'absence est la chose la plus affreuse que l'on puisse vivre. Et l'absence d'un enfant à l'intérieur d'un couple, c'est quelque chose de tout à fait destructeur. C'est comme s'il y avait entre Dallas et Rudy une plaque d'acier chauffée à blanc. Et tant que cette disparition ne sera pas résolue d'une manière ou d'une autre, peut-être Ève est-elle morte, peut-être est-elle partie, on ne sait pas où, en Syrie ou ailleurs, bref, on ne sait pas. Mais en même temps, cette disparition est ce qui concrétise, ce qui incarne toutes les disparitions de Rossel depuis 20 ans. La disparition de l'entreprise, de la cause, remplacée par Property, disparition de la solidarité entre les personnels, écartés au profit d'une concurrence intérieure, disparition de la municipalité de centre-gauche au profit de l'extrême droite. Enfin, disparition. Puis il y a aussi la disparition des morts. Lorquin, le père de Maxime Lorquin, qui aujourd'hui dirige Property, est décédé. Mickey, qui était un personnage très important dans l'histoire, avec qui Rudy avait une sorte d'institutrice immorale qui lui apprenait comment lire et comment faire l'amour, disparu. Enfin, il y a toutes ces disparitions-là. Et tout se concrétise dans la disparition d'Ève. Et ça, c'est le moteur secret du récit, le moteur secret de la narration. Mais il va se passer beaucoup de choses parce que Dallas, revenant là, son père décédé, elle va être obligée de rester à Rossel, ne serait-ce que pour essayer de vendre la maison alors qu'il y en a beaucoup à vendre et qu'il n'y a pas beaucoup de clients pour l'acheter. Et restant
là, elle va être obligée de trouver du travail. Elle va en trouver chez Property, puisque le fils Lorquin, qu'elle connaît depuis son adolescence, fera tout pour l'aider à intégrer cette nouvelle entreprise. Et d'ailleurs, cette entreprise, je l'ai décrite à partir de deux éléments très importants. D'une part, une description du travail chez Amazon, à partir d'un livre qui s'appelait Voyage en Amazonie, je crois, je ne me souviens plus exactement, d'un type qui était resté 2 ans chez Amazon et qui a bien décrit comment ça se passait. Et puis surtout et beaucoup, le livre sur l'usine Toyota qui avait publié les éditions d'Hémopolis, puisque le management de Toyota était le modèle de base qui a servi ensuite à Amazon. Donc j'ai réinventé quelque chose, j'ai essayé de faire un pas supplémentaire dans ce type de management dans l'histoire. Bref, Dallas va être obligé de travailler là. Et on voit bien dans les choses qui ont disparu. 20 ans plus tôt, Rudy, son mari, travaillait à la maintenance. Il était un mécanicien, il avait une vraie qualification, etc. Quand ils se sont exilés, qu'il n'y avait plus de travail, qu'ils ont été dans la banlieue parisienne, il est devenu chauffeur routier. Puis dans l'histoire, ça n'ira pas vraiment, puisqu'il travaillera comme serveur dans un restaurant, puis à la plonge, etc. Enfin, il y a une déqualification très importante. Dallas, quand elle travaillait à la Cause, elle était une ouvrière qualifiée. Quand elle est venue travailler dans la région parisienne, il n'y avait plus aucune qualification. Elle a gardé des enfants et elle a fait des ménages. Donc on voit que toutes ces choses-là sont présentes et ça raconte cette histoire. Ça raconte cette histoire avec, eh bien justement, j'espère, le sentiment aigu de la réalité contemporaine. Vos deux personnages, Rudy et Dallas, ont pour moi une force. Vous l'expliquez dans le premier volume assez rapidement. Vous dites que Rudy, alors il se trouve que nous sommes dans une bibliothèque, fréquente la bibliothèque et lit comme si c'était un peu surprenant pour un ouvrier, mais on sent que ça lui donne une force. Et dans 20 ans plus tard, qui est donc, vous disiez, centré sur Dallas, elle échange des lettres avec l'ancien docteur, l'ancien médecin de la ville, qui lui pose une question à un moment, qui lui dit « Est-ce que vous avez de quoi vivre ? Est-ce que vous avez des livres ?» Et en fait, les seules choses qu'elle trimballe avec elle aussi, ce sont les livres et donc les mots. En quoi cette singularité, ce caractère-là donne de la force ? Je crois que c'était important pour moi de faire voir, vous savez, c'est toujours une chose qui me choque beaucoup. On imagine que le monde salarié, de façon générale, je ne parle pas simplement de la classe ouvrière, le monde salarié est sans culture. C'est l'idée que les uns et les autres, et les unes et les autres, seraient juste capables de faire les mots fléchés du Parisien et de regarder les chaînes de télé en continu. Mais il suffit simplement de regarder autour de soi, enfin dans nos familles, tout simplement, pour voir que, eh bien, on lisait, on allait au cinéma, on allait au théâtre, on écoutait de la musique, etc. C'est très important de montrer qu'il y a à la fois un savoir ouvrier, ils étaient, Dallas et Rudy, des ouvriers qualifiés, et puis il y a une culture qui est leur culture, ils ont lu. Alors, les uns et les autres, pourquoi Rudy s'est mis à lire ? Parce que Mickey tenait comme bénévole, travaillait à la bibliothèque, et comme elle était sa maîtresse, elle lui a fait faire des lectures, parce que lui, il venait non pas de la classe ouvrière, mais vraiment ce qu'on peut appeler lumpen. Il avait été un enfant placé, il avait eu des tas de difficultés, etc. Il n'avait fait aucune étude d'aucune manière. Et petit à petit, grâce à Mickey, il s'était mis à lire et à comprendre un certain nombre de choses. Et de façon parallèle, Dallas vivait, elle aussi, avec le médecin, quelque chose de même nature. Parce que quand les choses tournent mal et que Rudy est emprisonné, Dallas se tourne vers le médecin, qui est la seule personne chez qui elle travaille et qu'elle connaît et dont elle a confiance, qui va lui apprendre à s'habiller, à se maquiller, qui va corriger son langage, etc. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des répétitions. Une des choses qu'on a trouvées aussi dans les répétitions, c'est que
au début, quand il y a une scène très violente entre Dallas et Rudy, Dallas dit à un moment à Rudy, tu t'excuses et puis c'est comme ça suffit, etc. Sauf que si vous entendez bien, elle ne dit pas ça. Elle dit tu t'excuses. Elle le prononce mal, volontairement. Enfin, elle l'a joué comme ça, très bien, en montrant. Et petit à petit, dans le film, on va s'apercevoir que sa maîtrise du langage va de pair avec l'intelligence qu'elle a de la situation. Donc c'est sûr qu'avec le médecin, Dallas s'est mis à lire, s'est pris de passion pour ça, et que 20 ans plus tard, elle arrive avec un bagage supplémentaire, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui a été son histoire, plus l'histoire qu'elle a vécue à travers ses lectures. Et elle cite un moment, parce que le médecin lui a fait lire d'abord des auteurs, des auteurs femmes, il lui a fait lire Béatrice Beck, pour qui elle a visiblement une grande passion, il lui a fait lire Christiane Rochefort, il lui a fait lire des tas de choses comme ça, dans lesquelles c'était sans doute plus facile pour elle de se reconnaître, et puis elle a fait ensuite des pas supplémentaires. Donc elle est un personnage très lucide sur elle-même, très perspicace, très capable de porter ça. Or, elle se trouve dans un emploi où son intelligence ne sert à rien, puisque qu'est-ce qu'ils font chez Property ? C'est de l'e-commerce. Et donc, elle a une montre sur laquelle il y a un cadran qui lui donne des ordres d'aller chercher tel produit dans telle rangée, de le porter le plus rapidement possible à celui qui le met dans un paquet, qui lui-même le transmettra à celui qui le scotche et qui, avant de le transmettre, à ceux qui vont faire les expéditions. Il n'y a aucune initiative, il n'y a aucune capacité d'exercer d'une manière ou d'une autre son intelligence ni son imagination. Et ça va être un poids supplémentaire dans ce qu'elle vit, parce que finalement, c'est quelque chose d'injurieux d'être considérée comme simplement une exécutante. Et ça fait partie de l'histoire de Dallas, et ce fait de ne pas accepter la place qu'on lui assigne, eh bien, ça vient aussi, bien sûr, pour beaucoup, des lectures qu'elle a faites. Alors effectivement, à la différence du premier tome, vous donnez au lecteur, par l'intermédiaire de Dallas, énormément de conseils de lecture. Puisque vous citez beaucoup, hein, vous citez des œuvres de cinéma, mais aussi donc les autrices, effectivement, toute une liste de lectures féministes à lire, donc Geneviève Seurat, Christiane Rochefort, Nathalie Sarraute, Unica Zorn, Violette Leduc, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Marguerite Duras, Béatrice Beck, avec une mort irrégulière, Carson McCullers, Flanny O'Connor et Annie Ernaux. Voilà, donc on sent bien que ça constitue la personnalité, sa structure de votre personnage. Est-ce que ça survit au final dans ce... Puisqu'effectivement, vous l'avez dit au départ, elle est en recherche de sa fille, et on comprend que c'est terrible pour elle. Est-ce que sa survie est passée par l'écrit ? Oui, ça survit nécessairement, et sa survie vient aussi de la lecture de cette chose dont on parle sans le nommer pour l'instant, qui est le roman. Et je crois que Dallas lit des romans. De son côté, on verra que Rudy lui a plutôt lu des essais. Mais Dallas a lu des romans. Et le roman est, à mes yeux, un outil, voire une arme absolument extraordinaire pour la compréhension du monde où nous sommes. Et Dallas, évidemment, comprend ce qu'elle vit et le monde dans lequel elle est à travers la lecture des romans. Pourquoi ? Parce que le roman, c'est comme une sorte de torrent qui est capable d'emporter dans un seul et même mouvement de l'histoire avec un grand H, des histoires du savoir, du pouvoir, du devoir, du mouroir et même de l'espoir. Donc il y a ça chez elle. Il y a cette nourriture littéraire qui d'abord n'est pas apparente vis-à-vis de l'extérieur. C'est ses copines qui vont découvrir un peu
étonné qu'elle a toutes ces lectures, parce que là aussi, il y a l'a priori que quelqu'un qui, comme Dallas, est simplement une ouvrière ou une employée, ne peut pas avoir de culture littéraire. Et il peut lire éventuellement les journaux féminins et choses comme ça, mais on n'imagine pas ça. Et même ses copines n'imaginent pas ça. Alors elles seront étonnées quand elles vont l'aider à s'installer de voir qu'effectivement, dans tout ce qu'elle a emmené, il y a ses livres. Dans ce qu'elle a emporté, il y a ses livres. Donc voilà comment l'histoire naît. Mais ça renvoie aussi tout simplement à ma propre histoire, parce que les autrices que Dallas aime et lit, ce sont aussi des femmes qui, pour beaucoup, ont été des amies à moi. Geneviève Serrault, qui était la secrétaire de rédaction des Lettres Nouvelles, la revue de Maurice Nadeau, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui a publié mes premiers textes et qui, au fond, d'une certaine manière, m'a aussi appris à écrire, parce que faire lire quelque chose qu'on avait écrit à Geneviève, c'était un peu passé sous le métro. Et d'ailleurs, si on voyait de façon critique les livres publiés par les Lettres Nouvelles au moment où c'était Geneviève qui était à la manœuvre, que ce soit Bianchotti, Viviane Forester ou d'autres, et ce qu'ils ont publié ensuite, on voit la différence. On voit la différence. Et donc, je pense que ça, c'était important. Christiane Rochefort, Béatrice Beck, j'ai fait un film que j'ai consacré à elle. Bref, Annie Ernaux est une amie d'aujourd'hui, mais comme Michel Perrault. Donc, au fond, j'ai toujours une sorte d'attirance pour cette littérature dans laquelle je me reconnais plus facilement que dans la littérature écrite par des écrivains, même si j'ai des amis écrivains, bien entendu. Mais ce qui me touche profondément, c'est plutôt ça. Je veux dire, sans parler des combats politiques, notamment avec Annie Ernaux. Mais voilà, et Dallas, elle a hérité de ça, elle a hérité de moi, et puis elle est devenue ça. Est-ce que de vous aussi, alors Dallas, elle est un peu à contre-courant, elle écrit des lettres. Elle écrit pas de texto, il y a peu de téléphones portables dans le... Et donc, elle écrit des lettres avec dans l'ancien docteur, l'ancien médecin. C'est important parce que non seulement il lui a donné le goût de la lecture, et lui donnant le goût de la lecture, il lui a forcément donné le goût de l'écriture. C'est-à-dire que rien n'est plus sensible qu'une lettre écrite à la main. Moi, j'ai des lettres de mes parents. Je trouve que mes parents me sont plus présents quand je lis une lettre de mon père ou de ma mère que lorsque je regarde simplement des photos. Et donc, Jacques va lire, par exemple, une des dernières lettres que Dallas écrit au Dr Kopp. Mon cher docteur, vous êtes convaincu qu'il existe un indice qui me permettrait de retrouver ma fille. Quelque chose que je ne vois pas et qui devrait me sauter aux yeux. Vous avez raison, mais je ne l'ai toujours pas découvert, ni en France, ni en Irlande, ni ailleurs. Peut-être devrais-je me crever les yeux pour voir en moi ce que je ne vois pas en dehors. En revanche, j'ai réfléchi au fait que la disparition d'Ève est en soi un indice, un symbole de ce qui nous arrive. J'aimerais demander au Père Denis, dans la Bible, si la femme disparaît, que devient la création ? Si une usine disparaît, que deviennent ceux et celles qui y travaillaient ? Tout a disparu sous nos yeux, tout a changé à Rossel et dans nos vies. Comme le dit Rudy, qu'est-ce qui a disparu pour que le fascisme et le nazisme soient aujourd'hui légitimés ? Pour que nous acceptions sans broncher d'attendre la prochaine guerre ? Qu'est-ce qui a disparu pour que les travailleurs sans papier, les réfugiés, les émigrés soient systématiquement désignés comme terroristes ? Qu'est-ce qui a disparu pour que nous regardions sans nous insurger 10 millions de personnes vivre sous le seuil de pauvreté ?
Et je ne parle pas que des chômeurs, des précaires, des désespérés. Qu'est-ce qui a disparu pour que nous nous résignions à aller vers la mort, emportés par l'inéluctable catastrophe écologique? Je suis convaincu que la disparition de ma fille préfigure notre propre disparition. Nous allons disparaître, sacrifiés sur l'autel du Dieu profit, comme dit Rudy. Un Dieu cruel dont nous sommes hélas en consommant sans mesure les victimes consentantes. Le vide créé par la disparition d'Ève inaugure le capitalocène, la disparition de toute l'espèce humaine conduite par le capitalisme. Sommes-nous si incapables, si lâches, que nous renonçons à nous y opposer? Le courage aurait-il disparu en même temps que ma fille? Je ne veux pas être une victime. Je n'attends pas que Bruce Willis, Schwarzenegger ou Dwayne Johnson viennent me sauver. Je veux donner prise à l'ennemi. Je veux lutter, encore et toujours. Je suis d'accord avec mon mari. Une seule solution, la révolution. Point levé, je vous embrasse. Dallas. Dallas est une révoltée, voilà. Et c'est ce qui lui permet de vivre aussi, parce qu'elle vit, d'une part, une vie compliquée. Il y a ce travail chez Property où elle est de l'équipe du matin, c'est-à-dire qu'elle fait 4 heures midi. Elle commence à 4 heures du matin jusqu'à midi ou 13 heures. Il y a cette absence très cruelle d'Ève qu'elle ne cesse de chercher et d'essayer de trouver un indice, quelque chose qui lui donnerait un signe. Il y a ce combat qui se mène à l'intérieur de Property, parce que, évidemment, Dallas ne va pas accepter les conditions de travail qui sont les siennes, c'est-à-dire la compétition entre toutes, l'absence de syndicats, l'absence de revendications, etc., etc. Donc, elle est dans ces batailles, elle est dans cette recherche, elle est dans cette chose-là qui, chaque instant, alimente en réalité sa révolte, sa rage contre la société dans laquelle elle est. Alors, c'est paradoxal, à la fois ça la fait vivre, en même temps ça la tue, parce que ça paraît sans horizon et sans espoir d'une certaine manière, sauf qu'elle ne renonce pas. Et j'aime beaucoup, je l'ai repris à mon compte, j'avais entendu une syndicaliste interviewée après une grève, je ne sais plus où, et la journaliste qui l'interviewait lui disait, enfin, bon, vous avez fait 26 jours de grève, vous n'avez absolument rien obtenu, aucune de vos revendications n'a été satisfaite, etc. Et vous n'êtes pas découragé? Et la femme avait fait cette réponse magnifique. Elle avait dit, vous savez, je ne suis pas assez riche pour être découragé. Eh bien, Dallas n'est pas assez riche pour être découragé. Votre personnage Dallas, enfin, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview de Chantal Birman, qui est une sage-femme féministe qui a lutté, engagée pendant 50 ans dans la lutte pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et à un moment donné, elle dit dans cette interview, donc, qui du coup m'a fait vraiment écho avec votre livre, entre la vie et la mort, les femmes choisiront toujours la liberté. Moi, je trouvais que ça résumait bien votre personnage Dallas. Oui, j'aurais pu l'écrire absolument. Mais là aussi, parce que là, on est en train d'analyser des morceaux, etc. Mais il faut comprendre aussi que 20 ans plus tard, c'est aussi un livre d'aventure. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que cette quête de la liberté, réellement, et quand j'entends ça, je dis oui, j'aurais pu l'écrire, c'est la quête de Dallas par excellence.
c'est d'être enfin libre, dégagé de toutes les contraintes qui sont les siennes, contraintes de mère, contraintes de femme, contraintes d'épouse, contraintes d'employé, contraintes, etc. Donc, elle doit absolument aller plus avant. Et c'est vrai que, comme je suis aussi cinéaste, j'ai évidemment un fantasme de cinéaste quant à la lecture de mes livres. J'imagine pour moi que la lectrice ou le lecteur idéal commence un de mes livres et le lit sans discontinuer jusqu'au bout. Comme on regarde un film, quand on s'assoit, le film se déroule et ça va jusqu'au bout. Et donc c'est vrai que je travaille beaucoup les questions de rythme, d'enchaînement des scènes les unes avec les autres, les chapitres, etc. Il faut qu'il y ait cette urgence qui est l'urgence même de Dallas. Parce que c'est sur le plan syntaxique, ça ne se voit pas, mais c'est comme ça qu'on ressent la tension extraordinaire dans laquelle vit cette femme et les autres personnages. Et l'autre aspect, c'est que mes livres sont écrits au présent et que le présent est un temps très difficile à manier en français. Autant il est tout à fait naturel en anglais, autant en français, le temps naturel de l'écriture, et dont la bourgeoisie a donné des exemples absolument géniaux, c'est l'imparfait passé simple. Le présent, ça a une âpreté, une dureté, une sorte de scansion de personnes qui courent et qui ne veut pas renoncer, même si le souffle lui manque. Et ben cette violence-là, physique, elle est dans le texte. Et l'urgence, elle est dans la syntaxe. Donc voilà pourquoi je disais que le roman est à mes yeux, tient à mes yeux une place essentielle. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a du mal à le lâcher. On a envie de savoir ce qui va arriver à tous ces personnages quand même dans un destin quand même assez tragique. Et il y a... vous disiez donc, ben, oui, Dallas c'est révolutionnaire. Et il y a un groupe qui s'appelle les Glottes Rebelles. Là. Et c'est l'occasion de mettre des références aussi de chants, on va dire, je ne sais pas comment les qualifier, révolutionnaires ou de lutte. Non, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Dallas revient 20 ans plus tard. Elle ne connaît plus personne. Ceux de sa génération qui travaillaient à la cause, comme elle, se sont exilés ailleurs. Donc il n'y a plus rien de ce côté-là. Sauf qu'elle retrouve une copine d'enfance qui est prof de français et qui, tous les mercredis, fait une chorale. Cette chorale au nom inoubliable, les Glottes Rebelles, chantent évidemment des chansons révolutionnaires, des chansons d'histoire, etc., etc. Mais ça, un autre point important, parce que le monde de Dallas, à ce moment-là, puisque Rudy est chauffeur routier, il n'est jamais là. Il court l'Europe avec un 35 tonnes, il n'est jamais là. Dallas va vivre dans un monde essentiellement féminin, parce que les Glottes Rebelles, c'est une chorale où il n'y a que des femmes. Il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a des profs, etc. Ce ne sont que des femmes. Et puis, chez Property, dans l'équipe où elle est, il y a 2 hommes, je ne crois pas plus, mais il y a une majorité de femmes. Donc elle va vivre dans cette chose-là, et elle va vivre aussi dans l'absence aussi de Rudy, puisque Rudy, à cause de son travail, n'est jamais là. Donc elle va vivre dans ce monde féminin, et c'est pour ça que je disais que cette dimension-là de la place prépondérante des femmes à l'intérieur de la société et des luttes sociales apparaît aussi très directement dans la situation, je dirais, concrète qui est celle de Dallas. Est-ce que vous trouvez que dans le premier, ça parle de lutte sociale, de 2 situations différentes, même si géographiquement c'est exactement le même emplacement, puisque Property a remplacé la COS physiquement. Est-ce que vous diriez que les moyens des luttes ont évolué, ou ce sont les mêmes, ou c'est la même mécanique? C'est une partie du livre, parce que c'est sûr que les luttes, et même les luttes syndicales, les luttes sociales, m'apparaissent avoir toujours un temps de retard sur le monde dans lequel nous sommes. Et il y a une journaliste, qui est une amie de Dallas, qui a beaucoup aidé au moment où Rudy était emprisonné, qui va
certaine manière, leur faire la leçon, dire attendez, faites attention, parce que aujourd'hui, les manifestations, etc., beaucoup de choses se jouent par l'image. Or, dans l'image, qu'est-ce que l'on produit? Si éternellement on ne montre que des gens qui tapent sur des tambours, d'autres qui agitent des fumigènes, les troisièmes qui vendent des merguez et tout le monde qui chante ta réforme, ta réforme, ta réforme, ce sont en réalité des images qui seront utilisées contre vous. Contre vous. Il faut donc réfléchir à sa propre image, à comment exprimer par l'image sa colère et sa position antagoniste par rapport à ce qui est contraint. Et donc je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que de ce point de vue-là, les syndicats ont plus qu'un métro de retard. Je me souviens qu'au moment des grandes grèves des cheminots, après les grèves, Bernard Thibault, qui était à ce moment-là secrétaire général de la CGT, nous avait conviés 5-6 cinéastes plus Régis Debray un dimanche où ils nous ont montré, ils avaient fait le montage de tous les journaux télévisés de TF1 et de France 2 pour voir comment était montrée la grève. Et c'était évidemment terrifiant. C'était terrifiant. Parce qu'il n'y avait que des gens qui se marrent, qui font de la musique, qui chantent, qui font des trucs. Et il y avait toujours, évidemment, les deux phrases ou la phrase essentielle qui était dite de responsable syndical, mais il n'y avait jamais d'analyse réellement d'interrogation par rapport aux personnes qui étaient là. Et cette réflexion qu'avait initiée Bernard Thibault laissait espérer que ça infuse à l'intérieur des syndicats et qui se pose la question de comment manifester sa colère, comment manifester son opposition, etc. Et j'ai envie de dire, on n'y arrive pas. Avec Dan Frank, on avait écrit une tribune dans Le Monde à partir de ça pour essayer de susciter, de dire aux gens, mais réfléchissez à l'image que vous donnez. Ne vous laissez pas piéger vous-même en étant simplement des espèces de touristes qui battent. Ça ne sert à rien. Donc oui, il y a une réflexion forcément sur l'image. Et c'est vrai que les luttes actuelles sont d'autant plus compliquées que, par exemple, quand on voit que la firme Total dégage des profits exceptionnels, d'où viennent ces profits? Eh bien, ces profits ne viennent pas de la production, ils ne viennent pas de l'extraction du pétrole sur les champs pétrolifères et de la livraison à ceux qui le raffinent et ensuite à ceux qui le vendent sous forme d'essence. Pas du tout. Les profits exceptionnels de Total viennent de la spéculation sur le cours du pétrole entre le moment de l'extraction et le moment de sa livraison. Comment lutter contre ce genre de choses ? Comment lutter contre ça? C'est vraiment un vrai problème de savoir comment intervenir. Parce que avant la grève traditionnelle, la grève historique d'une certaine manière, c'est arrêter la production et contraindre à ce moment-là le patronat à discuter puisque plus rien n'est produit et donc il y a des pertes financières. Mais là, non, pas du tout. Et c'est un vrai problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a des techniques. Il y a eu un grand traumatisme vis-à-vis du patronat, c'était mai 68. Après mai 68, où ils ont cru voir arriver la fin, il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été finalement d'une extrême efficacité, qui a été d'une part de briser toutes les grandes regroupements ouvriers, c'est-à-dire de créer des entreprises différentes et des filiales, etc., de séparer les choses, d'organiser cette concurrence entre les personnes, au nom du talent qu'auraient les uns et les autres, de les mettre en concurrence. Et puis, lorsque, en 1976, j'ai tourné La Voix de son maître, un film sur le discours patronal, le patron d'IBM nous avait expliqué comment il procédait sur tel ou tel composant des ordinateurs IBM. Il nous avait expliqué qu'il y avait
deux usines qui fabriquaient ces composants. Une, je crois qu'elle était dans le Nord, et une autre à Montpellier, qui produisaient exactement la même chose. Une dans le Nord, une à Montpellier. Et que ces deux usines étaient répliquées à l'identique en Espagne. Une dans le Nord, une dans le Sud. Ce qui voulait dire que s'il y avait un mouvement social dans telle ou telle entreprise, l'autre fournissait naturellement ce qu'il y avait. Et si, d'aventure, disons que les deux entreprises françaises se mettaient en grève ensemble et empêchaient la production, les deux entreprises espagnoles fournissaient. Et donc cette fragmentation du travail ouvrier, ça a été mis en place, réfléchi et terriblement efficace. Et c'est avéré terriblement efficace de la part du patronat. Donc séparer, fragmenter, casser, etc. Et ça vient du traumatisme de 68. C'est d'ailleurs ce que vous expliquez. Hein. Property fait exactement la même chose. Et l'on voit dans les deux romans, hein, il y a 20 ans et 20 ans après, la domination de la finance sur l'outil de travail, où vous faites dire, notamment à Maxime Lorquin, dans le dernier roman, que l'usine sans personne, c'est un vieux rêve patronal. Que celui qui réussira en fait aura tout réussi. Ça sera sûrement un tsunami pour l'emploi, mais ça sera une grande victoire pour le progrès. Et là, effectivement, moi j'ai compris une forme d'ironie en quoi il peut y avoir un progrès sans dans cette histoire-là. Vous avez bien lu, merci. Non, mais on y est. Parce que, par exemple, chez Amazon, il y a déjà des endroits qui sont informatisés, je crois, à 40 ou 50%. Et ils vont arriver à créer des entreprises où il n'y aura plus que de la maintenance pour s'assurer que les choses fonctionnent, mais il n'y aura absolument plus de personnel. Il y aura absolument plus. Et puis, il y a ce changement radical à l'intérieur même du capitalisme, et lorsque nous avons fait La Voix de son maître avec Nicolas Philibert, nous n'avions pas conscience que nous étions en train de filmer ce moment de rupture entre le capitalisme de type industriel et le capitalisme financier que nous connaissons aujourd'hui. Il y a une chose très symptomatique. Lorsque nous avons tourné La Voix de son maître, tous les chefs d'entreprise, ou presque, enfin tous, venaient des écoles d'ingénieurs et avaient eu une expérience, je dirais, de terrain. Hein, ils avaient ça, y compris le patron d'IBM. Hein, il ne venait pas de... Quand le film est sorti en 78, tous avaient été virés, avaient été remplacés par des gens qui sortaient des écoles de commerce et des choses comme ça. Et donc, on est passé d'un capitalisme qui s'intéressait à la production. Et je crois que c'était sincère de leur part lorsque les uns et les autres exprimaient la considération qu'ils avaient pour le personnel et pour les choses qu'ils fabriquaient. Ce n'était pas simplement de la démagogie, c'était aussi quelque chose qui les concernait. Je veux dire, on pouvait ne pas être d'accord politiquement, etc. Mais ça, je pense qu'il y avait ça. Aujourd'hui, ça n'existe absolument plus. Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est de dégager vis-à-vis des actionnaires les 10 ou 12% réclamés par les fonds qui investissent dans les entreprises. Et ça a changé tout, et ça change aussi, évidemment, la nature des luttes. C'est très compliqué, là aussi, de lutter contre quelque chose qui se passe en dehors des entreprises et uniquement via des canaux informatiques où l'argent circule en une fraction de seconde d'un compte à un autre. Alors, on lit vos livres, Gérard Mordillat. Merci. Alors, lisez. Voilà, si vous voulez lire une voix dissonante, ces livres ne sont pas interdits. Donc, profitons-en. Regardez les œuvres de Gérard Mordillat également. Merci beaucoup, messieurs. Merci. D'être venus nous voir.
la soirée continue avec une vente dédicace et puis des petites choses à grignoter et à boire. Je tiens à remercier particulièrement les équipes de la bibliothèque qui m'ont accompagné, qui ont préparé toute cette soirée, et aussi quelqu'un des éditions Calman Levy, Mélissa Blanchard, qui nous a beaucoup aidé pour préparer votre venue chez nous. En tout cas, bonne soirée.